Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Monsieur Mélenchon. Malheureusement, on ne va pas parler de poésie du XVIe siècle. Nous allons débuter notre entretien par ce qui constitue sans doute le fondement programmatique de l'avenir en commun, c'est-à-dire la convocation d'une assemblée constituante pour rédiger une nouvelle constitution et donc passer à la 6e République. Pour mieux comprendre ce processus, établissons une chronologie. Si vous remportez l'élection d'avril 2022, vous présiderez donc pendant 5 ans, avec les pouvoirs que confère au président de la République la Constitution d'octobre 1958, et appliquerez votre programme pendant que les citoyens travailleront pendant 2 ans pour proposer par référendum l'adoption de notre nouvelle Constitution. Pourriez-vous nous expliquer précisément le fonctionnement de la Constituante et esquisser le portrait du président que vous seriez dans le cadre de la 5e République transitoire donc. Alors, la première question à se poser, c'est pourquoi faire tout ça? Notre pays, notre démocratie est en piteux état. Ça s'évalue au niveau d'abstention dans les élections. Quand des élections municipales ou départementales ou régionales réunissent à peine un tiers des électeurs, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors on peut toujours dire ce sont des imbéciles, les mépriser et tout ça. Ce n'est pas une attitude très républicaine ni très démocratique. Il faut se demander pourquoi on en est là. On en est là parce qu'une majorité de gens pensent que les élections ne servent à rien et que qui que ce soit qu'on élit, eh bien, de toute façon, il fait la même chose parce qu'il n'y a qu'une seule politique qui est possible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on leur répète continuellement. Seule une politique est jouable, seul le marché va régler nos problèmes, seul blablabla. Comme ça fait 30 ans que ça dure, moi ça me fatigue de le répéter, flexibilité, modernité, etc. Et donc, les gens finissent par se dire, de toute façon, ils font ce qu'ils veulent et c'est pas pour moi. L'extension de la misère recroqueville une bonne part de la population de ce pays dans des tâches de survie. Et survivre, c'est pas vivre. 8 millions de personnes à l'aide alimentaire, 9 millions de pauvres, 300 000 personnes à qui on a coupé l'électricité, 200 000 à qui on a coupé l'eau. C'est la France. Alors ça ne vous pousse pas forcément à aller vous préoccuper de ce qui va se passer ailleurs, ici, là. Vous êtes occupé à des tâches de survie. 2000 personnes meurent par an de la rue. 300 000 personnes sont SDF. C'est la France. Vous, moi, on n'en a pas forcément une perception immédiate compte tenu des conditions sociales dans lesquelles nous évoluons. Encore que la misère s'est répandue dans tous les milieux. Alors, les deux superposés, plus une partie de ceux qui pensent que de toute façon la politique n'a aucun intérêt et qu'ils vont s'en sortir par eux-mêmes, ça fait des couches qui se superposent pour envoyer balader toutes les procédures démocratiques. Je passe les autres facteurs parce que je ne veux pas vous apparaître trop immédiatement partisan dans tous les aspects de ma réflexion. Je pense que sur ce que je viens de dire, une bonne partie d'entre vous peut partager le diagnostic sans pour autant être d'accord sur mes solutions. Mais la démocratie, pour nous, ce n'est pas un supplément d'âme, quelque chose qui vient après tout le reste. Nous croyons fondamentalement que le débat, la discussion, la controverse, je dis bien la controverse, pas le consensus. Le fait qu'on n'a pas le même avis, on en parle beaucoup, des fois le ton monte, après il redescend, et après on décide. Et on accepte la règle qui est que 51 ont raison par rapport à 49, ce qui est une pure gageure. Hein. Pourquoi? Vous pouvez dire c'est 60. Non, on accepte cette règle. Et on l'accepte tous. Voilà les règles du jeu. Allons-y. Et ça ne se fait pourtant pas. La première raison de tout changer, c'est de comprendre que le système qu'on a sous les yeux ne fonctionne pas. Parce que les gens pensent qu'ils n'ont aucun poids dedans. Aucun. Alors, le pays a changé. Je viens de vous parler de ses conditions matérielles actuelles. Mais permettez à un fantôme de vous parler d'un temps dont vous pouvez avoir qu'une idée lointaine dans vos bouquins. La France de 1958, c'est une France rurale. La majorité de la population vit à la campagne. Maintenant, la France est urbaine, totalement. Pour vous, c'est un mode de vie évident, le mode de vie en ville. Mais la dépendance absolue à l'égard des réseaux du collectif, c'est un phénomène anthropologique totalement nouveau.
le fait que dans la société, la majorité de ceux qui travaillent pour faire fonctionner des réseaux. Pas pour faire pousser des patates ou élever des cochons, mais pour faire fonctionner des réseaux. Ça aussi, c'est complètement nouveau. On n'a même pas de mot pour désigner ça. C'est la société des réseaux collectifs. Ensuite, regardez les hommes, les femmes. Ah ben, il y a toujours des hommes et il y a toujours des femmes. Mais la condition des uns et des autres a profondément changé. À peine le 15% des femmes travaillaient. Aujourd'hui, c'est le 80%. À peine 10% des femmes avaient accès à une meilleure, pour ne pas dire pleine, maîtrise et propriété de leur propre corps avec le contraceptif. Aujourd'hui, c'est 80%. La condition humaine a profondément changé. Le niveau, 80% d'une classe d'âge, on y arrive dans l'enseignement général au niveau du bac. Ne croyez pas ceux qui disent c'était mieux avant j'y étais, c'était pas mieux. D'accord? C'était même pire, par bien des aspects. De même, notre conception, notre vision de la relation interpersonnelle a changé. Le concept de liberté du genre est absolument inenvisageable en 1950, en 1960. En 1970, ça reste une utopie réservée à quelques rêveurs. Aujourd'hui, c'est une idée qui s'est beaucoup plus répandue, au point que des pays ont établi la liberté du genre dans leurs règles constitutionnelles et l'ont simplifiée à une simple formalité administrative. Pareil, le suicide assisté est une idée qui est sans doute majoritaire dans la société, ce qui ne veut pas dire qu'on obligerait les gens à se suicider, hein, mais nombreux sont ceux qui pensent que si quelqu'un pense que c'est la solution qui lui convient, alors autant qu'il le fasse dans des conditions dignes. Toutes ces idées sont absolument nouvelles. Elles modifient complètement la perception de la relation interpersonnelle et du devoir des gens les uns envers les autres. Tout ça a changé. Donc, tout ça fonctionne dans des institutions qui sont monarchiques. Peu de pays au monde ont une élection qui donne autant de pouvoir à un seul personnage sans s'assurer ni de son niveau d'éducation, ni de sa profondeur morale ou de sa profondeur philosophique, et à qui on va confier des pouvoirs mais gigantesques, y compris celui de déclarer la guerre sans rien demander à personne. C'est le cas d'ailleurs. M. Hollande en a commencé une au Mali, il n'a demandé rien à personne, il a commencé. Et puis le président actuel de la République décide qu'on s'en va, il prévient personne, même pas les intéressés, puis après il change d'avis, il fait ça tout seul, on n'en a pas parlé une minute. Il décide que nous allons créer un état-major de l'espace pour pouvoir mener la guerre dans l'espace. Ah bon? On croyait qu'on avait signé un accord qui disait que c'était démilitarisé. On s'en fout, il a décidé. Et puis, etc., etc., etc. Je ne charge pas la personne de M. Macron, je décris un système qui peut être utilisé de bien des manières, et c'est pourquoi votre question est pertinente. On peut dire, et vous, Mélenchon, vous allez faire comment? Hein? C'est un problème pour moi. Alors cet homme peut dissoudre l'Assemblée nationale, cet homme nomme le président du Conseil d'État, le président du Conseil de la magistrature, le président du CSA. Enfin, qui fait ça? Dans quel autre pays du monde ça se passe comme ça? Où un type tout seul décide? Ou une femme, mais là pour l'instant c'est des hommes. Tout ça est excessivement concentré et aboutit dans les périodes de crise à ce que vous avez vu. On prend des décisions sur la crise sanitaire en Conseil de défense. Ça peut vous faire marrer, mais c'est absurde. Qu'est-ce que des militaires viennent faire là-dedans? Donc tout le monde a compris que ce n'est pas pour les militaires qu'on fait un Conseil de défense. C'est parce qu'un Conseil de défense relève du secret défense. Par conséquent, vous ne saurez jamais qui a décidé quoi, et donc personne ne rendra compte de ses actes. Voilà. Stop. La solution est changer l'ordre des pouvoirs et réaliser cette magie qui est de dire comment on a des institutions stables, parce que contrairement à ma réputation, je ne suis pas partisan de l'Assemblée générale permanente et de la barricade permanente, et l'intervention populaire, dans des formes civilisées, c'est-à-dire démocratiques. Voilà la solution à laquelle j'aspire. Avec la reconnaissance, quand on fait une constituante, tout le monde s'y met, on élit des gens pour ça. Et puis tout le monde vient présenter sa vision des choses. J'ai vu la chose se faire dans 2 ou 3 pays, c'est comme ça que ça s'est passé. Par exemple, moi je demanderai à mes amis, si c'est moi, je suis le président, c'est pas moi qui vais aller expliquer, vous faites une constituante, puis je vais vous dire ce que vous allez décider. C'est vous qui allez décider. Mais je pense que les insoumis, les insoumises, auront à dire, nous, on a des choses qu'on va demander. Stabilité des institutions, oui, choisissez. Vous voulez un régime parlementaire sur cette présidentielle, sur 7 ans, sur 5 ans. Vous voulez un régime parlementaire? Bon, alors ça fonctionne comme ci et comme ça. Moi, j'ai mon idée sur ma question. Mais
Il y a des libertés fondamentales qui vont être inscrites dans la Constitution. Par exemple, j'en ai cité 3 tout à l'heure. Le droit à l'avortement, pour qu'on ne recommence pas continuellement à discuter de cette question. Le droit au suicide assisté et le droit à la liberté du genre. Voilà, je prends ces exemples-là parce qu'ils renvoient à une philosophie politique. Peut-être que personne n'en voudra, mais ils renvoient à une philosophie politique dans laquelle la liberté et la pleine possession de soi est le but final de l'action politique. Que chacun puisse être totalement autonome et maître de lui-même dans les aspects sociaux de son existence, dans les aspects culturels et dans les autres aspects individuels. Je fais le tableau là à grands traits. J'entre juste dans un détail pour ne pas vous cacher ce que je pense de cette affaire-là en particulier. Je crois que ce qui est à l'ordre du jour de nos sociétés partout dans le monde, ce sont des révolutions citoyennes, c'est-à-dire un changement dans l'ordre juridique, dans l'ordre économique et dans l'ordre social, qui a pour finalité d'exercer un contrôle plus grand sur sa propre existence et les conditions de son existence. Bref, c'est une révolution parce que ça change ses ordres, et elle est citoyenne parce qu'elle indique que le chemin par lequel elle va passer est sa finalité, le contrôle, le pouvoir des citoyens. Beaucoup oublient que quand ils parlent de la Déclaration des droits de l'homme, son titre n'est pas Déclaration des droits de l'homme. On devrait d'ailleurs l'appeler Déclaration des droits de l'être humain. Mais ce n'est pas ça qui est écrit. Il est écrit les droits de l'homme et du citoyen. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un principe général sans les moyens de l'exercer? Qu'est-ce que des droits inaliénables, mais il n'y a personne pour les faire respecter? Alors ça peut s'appeler une religion, chacun s'améliore par lui-même, mais quand il s'agit de l'organisation de la société, eh bien il faut que le pouvoir s'exerce et qu'il s'exerce par la citoyenneté. Si on part de cet état d'esprit-là et qu'on dit c'est ça qui est à l'ordre du jour, il y en a des exemples innombrables. Depuis 20 ans, ça n'arrête pas. Il y a eu les révolutions arabes, les révolutions en Amérique latine, les révolutions en Afrique, ça continue encore maintenant. Pour moi, la constituante est une stratégie révolutionnaire. J'ai appartenu à une génération dans laquelle l'idée qu'on se faisait de la révolution, ce n'était pas celle-là. Ça prenait nécessairement une forme violente, parce qu'on disait mais c'est l'adversaire qui nous impose la violence. Et c'était une conquête du pouvoir qui s'exerçait sous la conduite d'un parti ou d'un mouvement d'avant-garde. Cette conception était ancrée dans le mouvement socialiste le plus traditionnel. C'était les propos de Léon Blum en 1920. Il ne faut pas croire que la dispute avec les communistes portait sur la démocratie, c'est pas là-dessus que ça porte. Ce n'est plus du tout l'idée que je me fais d'une révolution aujourd'hui. Je pense qu'on peut avancer par un chemin exclusivement pacifique et exclusivement électoral. Si vous voulez faire autrement, faites-le. Je participerai peut-être. Mais ce n'est pas ce que je propose. Ce que je propose, c'est la voie électorale pacifique et l'extension quasi sans fin du champ de la démocratie. La constituante devient alors une stratégie révolutionnaire. Pourquoi ? Parce qu'en décidant des droits que les gens se reconnaissent les uns aux autres, ils changent toute la société. C'est mon pari. Voilà pourquoi c'est une stratégie révolutionnaire. J'espère que ces considérations ne vous paraissent pas trop abstraites. Elles renvoient à des centaines de situations concrètes que j'ai eu l'occasion d'analyser avec mes camarades, de ruptures que j'ai fait avec ma propre histoire. Je terminerai d'un mot pour vous dire qu'en politique, moi je plaide aussi pour le droit de changer d'avis. Parce qu'on me dit « Alors, vous avez changé d'avis ?» Bah oui. Il n'y a que les crétins qui ne changent pas d'avis. Moi, j'étais pour le nucléaire, mais j'ai changé d'avis. Et je peux dire pourquoi. Mais j'aimerais qu'on me dise pourquoi ceux qui ne changent pas d'avis, quoi qu'on leur raconte. Donc, ça se vaut. Entre ceux qui changent d'avis et ceux qui n'en changent pas, la règle de la démocratie et de l'hygiène mentale personnelle, c'est de se reconnaître le droit de changer d'avis. Moi, j'ai changé d'avis là-dessus, comme j'ai changé d'avis sur ce qu'est une révolution accomplie. Voilà. Et qui m'a conduit, par exemple, à tourner définitivement à la page de ce que je considère comme une illusion meurtrière, que sont les révolutions violentes. Pour la raison que j'ai observé à l'expérience que les premiers qui meurent, c'est les meilleurs, c'est ceux qui courent devant. C'est ceux qui restent derrière, souvent ils sont là après. C'est pas les plus brillants.